j'ai travaillé sur ces questions dans plusieurs domaines, et avant de travailler sur l'école, j'ai travaillé dans le champ de l'emploi. Ce qui fait aussi que, pour le coup, là, j'insisterai beaucoup plus sur la question du côté de l'école, pas tellement du côté de l'entreprise en tant que telle, parce que ce qui pour moi est clé, si vous voulez, dans cette affaire et dans notre rencontre cet après-midi, c'est de poser la question de ce qu'on fait et de ce qu'on peut en faire. Quand on est enseignant, ou chef d'établissement, ou CPE, quand on travaille dans un établissement scolaire, ou chef de travaux, etc. Je ne vais pas faire comme Séverine, c'est-à-dire Séverine de Boyer a d'emblée posé les limites de où elle parlait. Voilà, je vais y aller comme ça, comme si je parlais en général. On pourra revenir sur les terrains. Sachez simplement que j'ai fait différents terrains sur ces questions-là, mais que ça ne lève pas les critiques qui peuvent être les autres en disant oui, chez moi, ça se passe pas pareil. D'accord. On y reviendra. Si vous avez le sentiment que ça se passe pas pareil chez vous, je serais très intéressé à comprendre qu'est-ce qui se passe chez vous. Voilà. Séverine de Poilly posait la question des normes de genre ou des rapports sociaux de sexe. Et la manière dont, en fait, elles sont structurantes de l'espace scolaire, comme d'autres espaces sociaux, et du fait que ce qui se passe, par exemple, entre les élèves en matière d'identification genrée ou d'interpellation genrée, etc., est à lire du point de vue, notamment, de la structure des rapports scolaires. Et du fait que cet espace-là, l'espace scolaire, est assez peu régulé en matière de rapports sociaux en général, et de rapports sociaux de genre en particulier. C'est bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de régulation que ça prend des formes qui peuvent sembler tout à fait grotesques parfois, ou très visibles, etc. Mais il me semble important de se poser cet élément-là dans notre réflexion, c'est de se dire qu'au fond, ces questions ne peuvent pas être détachées d'une réflexion sur comment fonctionne l'école pour aller vite. C'est à partir de la même entrée que j'aurais, c'est la même entrée que j'aurais pour travailler nos questions, et on pourrait dire, on pourrait faire une analyse tout à fait équivalente en termes de rapports ethnico-raciaux ou en termes de rapports sur d'autres points. Ceci dit, je vais y rentrer par la question des discriminations, et de ce point de vue-là, je pense que nous avons un certain nombre de sources de malentendus. Je lisais ce matin votre livre qu'on m'a remis à l'entrée. Je n'ai pas tout lu, hein, j'en suis désolé, mais je regardais de quelle manière on abordait les questions de discrimination, si on les abordait. Et j'y trouve à la page 162 un certain nombre de propositions sur cette question. Le premier réflexe de sociologue, c'est de me dire, mais dans quel contexte on en parle? Un sociologue qui travaille sur la discrimination, et vous allez voir, qui essaye de comprendre comment on en parle d'abord, hein, c'est-à-dire comment on présente le problème. Je me rends compte que la discrimination est traitée comme une question de société. Je me dis, tiens, c'est bizarre, c'est donc pas une question scolaire, c'est pas une question professionnelle, c'est pas une question institutionnelle, c'est pas une question du métier, du travail, c'est une question de société. Comme si elle avait sa source, son centre de gravité, à l'extérieur de l'école. Je me dis, tiens, ça me semble mal parti, pour qu'on se comprenne. Deuxième chose, deuxième source de malentendu. Le paragraphe sur lequel on parle du combat contre toutes les formes de discrimination, et on demande aux syndicats, aux représentants syndicaux, hein, comment participez-vous à cette lutte, et la réponse, elle n'est que sur la question de l'homophobie. Moi qui travaille plutôt sur la dimension ethnico-raciale, je me dis, bah merde, c'est encore raté. Hein. On va encore passer à côté, encore une source de malentendu possible, c'est-à-dire, bah zut, nous ne parlons manifestement pas de la même chose. En plus, bon, sans discuter du terme homophobie, etc., nous ne parlons pas de discrimination, pour le coup, à proprement parler. On est dans une autre catégorisation du problème. Troisième source, troisième malentendu, c'est que quand vous parlez de la lutte contre le racisme, je lis que ce serait d'abord lié à, je cite, la réactivation des thèses réactionnaires et xénophobes. Alors là, je ne suis absolument pas d'accord. C'est quand bien même on ne parlerait pas de discrimination mais de racisme, c'est pas comme ça que fonctionne le racisme. C'est pas les méchants salauds d'extrême droite qui font le racisme. Pour aller vite, d'accord? C'est pas les méchants racistes qui font le problème du racisme. C'est exactement comme le montrait Séverine de Poilly sur la question des rapports de genre.
on a une lecture naturaliste, finalement, du racisme, en disant le racisme, c'est le problème des racistes. Sous-entendu, les autres qui sont antiracistes n'ont pas de problème avec ça. Bon, un signe quand même, c'est que si on n'a pas de problème et que c'est si difficile de nommer l'ethnico-racial, c'est quand même qu'on a un problème. Vous voyez ? Donc il me semble que sur cette question-là, je détecte, si vous voulez, toute sorte de série de malentendus. Je préfère vous brusquer un petit peu en les posant d'emblée par rapport à cette question, parce que j'ai entendu aussi une interrogation tout à l'heure, c'est de dire qu'est-ce que nous on peut faire en tant que syndicat ou du point de vue syndical pour poser ces questions. Et j'aurais une première proposition, si vous me permettez, c'est de se dire bah, peut-être qu'il y a à réfléchir et à travailler ces questions-là, parce que il y a peut-être des grilles de lecture qui pourraient être intéressantes pour le syndicat. À travailler, à se réapproprier, à diffuser, pour comprendre ces mécanismes-là, ces processus-là de racisme, pour aller vite, là je ne vais pas rentrer dans le détail, et dans les gros mots de sociologue. Voilà. Il y a peut-être du travail à faire sur ça, mais la difficulté, c'est que pour faire ce travail, ben, il faut ouvrir des espaces dans lesquels on pose le problème. Je voudrais, moi, essayer de vous aider à poser le problème du point de vue de la question des stages. Et pour ça, ça va m'amener à revenir un peu sur ces malentendus en disant, le premier malentendu, le premier d'entre tous, c'est qu'on peut avoir l'impression que la question est extérieure, qu'elle ne se pose pas vraiment du point de vue du travail scolaire, et que s'il y a un problème, c'est surtout le problème éventuellement importé par les élèves. Alors, pour démonter un petit peu ces logiques-là, je vais commencer par 3 anecdotes. Et ensuite, je vous proposerai de décoder un certain nombre de choses générales sur le problème que l'institution scolaire en général a avec cette question. Et du coup, en rentrant un petit peu du côté des pratiques enseignantes, de ce que j'ai pu en tout cas en observer et en analyser, de la manière finalement dont ça se pose dans les pratiques, hein, et qu'est-ce qu'on en fait. 3 anecdotes donc. Première, c'est en discutant avec un enseignant, prof PLP, qui enseigne l'électricité, puis qui me raconte qu'il a dans son environnement des patrons qui vont chez des clients, et puis les clients, bon, ils font attention à qui c'est qui rentre chez eux, et du coup, vous savez, la racaille, bon, voilà, on n'en veut pas trop, voilà. Donc le patron se dit, bon, je peux pas en embaucher, et puis du coup, il se tourne vers le lycée professionnel, et il dit, m'envoyez pas m'envoyez pas ces gens-là, quoi. D'accord, vous me comprenez, hein? Premier élément que je trouve notable, c'est que l'enseignant de lycée comprend bien, alors même qu'on n'a rien dit, quoi. Vous me comprenez? Oui, oui, je vous comprends. D'accord? C'est-à-dire, il y a une espèce, vous voyez, comme ça, de grille de lecture aisément partagée, bon, qui fait partie de la socialisation légitime et normale, socialisation professionnelle, mais qui montre à un moment donné qu'on est dans un espace de code partagé qui évite au bout d'un moment de se dire un certain nombre de choses. Et vous verrez tout à l'heure que ça va avoir son importance majeure, hein, dans l'effacement progressif de cette question. Résultat, le prof d'électricité en question, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai, se dit, bon, moi je ne vais pas me griller avec ce chef d'entreprise, allez, je vais lui envoyer des jeunes comme il souhaite, et puis de toute façon, mes jeunes là, comme ça, allez les maghrébins, je trouverai une place ailleurs. On va y revenir, mais on a juste un petit problème professionnel, c'est qu'en faisant ça, l'enseignant sélectionne pour le compte de l'employeur sur des critères prohibés par la loi, et que l'enseignant s'expose à une punition de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Un petit problème professionnel. Deuxième exemple. En discutant avec un enseignant de mécanique, il m'explique qu'il rencontre, comme le prof d'électricité, des enseignants, des patrons, des chefs d'atelier qui ne veulent pas embaucher ou prendre de stagiaires comme ça, d'accord. Et puis, il me raconte qu'une fois, même, alors là, il s'est battu, hein, il s'est battu pour un jeune pour que malgré tout, il rentre quand même. Alors je me dis, formidable, je viens de rencontrer à peu près 200 enseignants qui, personne m'a dit qu'ils s'étaient battus. Et là, tout à coup, j'en trouve un qui se bat pour contester les critères de sélection de l'employeur. Je me dis, super. Alors je lui demande, mais qu'est-ce qui fait que vous vous êtes mobilisé? Qu'est-ce qui fait que vous êtes battu? C'est quoi les ressorts de la mobilisation? Et il me dit, ah, ce jeune-là, il en valait la peine. Je me dis, oula, on a un petit problème professionnel. Ça veut dire que dans les 200 autres cas, on considère que les jeunes n'en valent pas la peine pour se battre, pour que leurs droits soient assurés.
il me semble que ça ouvre une deuxième dimension qui nous montre aussi comment ça fonctionne. D'accord? Je reviendrai sur ça. Hein. Je sens bien que je vous brusque un peu là pour vous emmener directement dans ce truc. Je reviendrai parce que ce qui, moi, m'intéresse, c'est de comprendre comment on en arrive à cette configuration des relations et à cette manière, finalement, dans laquelle on est engagé en travaillant. Voilà. Parce que je pense que c'est en comprenant ça et ces ressorts, en repartant de ces ressorts-là, qu'on va pouvoir imaginer des façons d'agir autrement. Donc, n'y voyez pas une volonté de vous culpabiliser, mais simplement de nous mettre là un peu directement dans le problème professionnel et institutionnel que ça pose. Troisième exemple. Je rencontre une jeune femme qui se présente comme d'origine algérienne, qui fait un BEP de secrétariat à l'époque, et qui m'explique qu'elle est en stage dans une entreprise où, qu'elle était en stage dans une entreprise, elle ne l'est plus au moment où je fais l'entretien avec elle, et que l'employeur, d'emblée, lui a donné comme premier travail le fait de trier des CV, en lui donnant comme consigne de mettre à la poubelle ceux qui venaient d'une adresse de banlieue, et ceux qui avaient un nom à consonance maghrébine. Bon, la jeune femme apprend à travailler, d'accord ? Elle gère comme elle peut, elle ravale comme elle peut, cette violence-là. Et puis, bon, elle fait ce qu'elle peut pour apprendre à discriminer. D'accord? Bon, il faut dire que ces codes sont tellement partagés que elle a su s'en sortir, probablement, en sachant bien discriminer du point de vue de l'employeur. Se pose le problème, le moment où elle doit faire son rapport de stage. Qu'est-ce qu'elle va mettre dans son rapport de stage? Qu'est-ce qu'elle va dire du travail qu'elle a fait? Et là, elle m'explique que, bon, avec l'aide de son tuteur, qui lui a donné des exemples de rapports de stage des années précédentes, de bons rapports, selon lui, elle a appris à mentir. C'est comme ça qu'elle le formule. Résultat, elle va en stage pour apprendre à discriminer et pour apprendre à mentir. Et quand je lui demande, vous avez quand même parlé à l'enseignant qui vous suivait, ou etc. Et là, elle me dit, bon, que pour elle, elle ne l'a même pas essayé parce qu'elle pensait que ça pouvait pas, enfin voilà, qu'elle allait juste être embarrée. Hein, c'est-à-dire que cette question n'avait pas de légitimité, qu'elle ne pourrait pas l'ouvrir avec son enseignant. Je ne sais pas si c'était le cas pour cette jeune femme. Mais force est de constater qu'elle est restée seule avec son expérience et que donc, ce qui me paraît quand même assez problématique, là encore, du point de vue professionnel et institutionnel, c'est que cette jeune femme, parmi les apprentissages qu'elle fait dans le cadre scolaire, c'est aussi d'apprendre à discriminer, à mentir, etc. Selon ses mots. Voilà. Vous voyez bien ma stratégie. J'ai envie de vous emmener directement dans le problème pour qu'on puisse quelque part se mettre autour de ce problème et se dire, voilà, on a quand même un problème là, et qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive ou pas à agir sur ces mécanismes-là? Et quand on agit ou pas, enfin, qu'est-ce qu'on fait? Et pourquoi on fait les choses comme ça? C'est ça qui m'intéresse. Donc, levons la culpabilité qu'on pourrait sentir, mais on y reviendra tout à l'heure, c'est-à-dire le problème de la culpabilité est une des dimensions du problème. Hein? Ressentir la culpabilité face à ces situations, se ressentir impuissant face à ces situations, fait partie de notre problème. Et c'est probablement un des leviers sur lesquels il y aurait à travailler, c'est-à-dire comment on va pouvoir lever ce sentiment d'impuissance que peut-être on ressent, en tout cas que les interlocuteurs, moi, ont vivement ressenti dans des situations comme celle-là. Je voudrais pour ça revenir, prendre un petit peu de recul, de hauteur, revenir très très en amont pour comprendre les cadres de contraintes d'abord professionnelles dans lesquels on est sur ces questions de stage. Parce qu'il me semble que c'est en resituant ces cadres de contraintes, de voir comment on est obligé, ou on se sent obligé de faire avec cet environnement-là, qu'on en arrive à faire des choses qui sont problématiques pour nous. Et j'ai bien conscience, en disant ça et en activant un peu cette culpabilité, j'ai bien conscience que chez tous les interlocuteurs que j'ai rencontrés à peu près, j'ai ressenti cette logique de la culpabilité. J'ai aussi envie de comprendre d'où elle vient et comment elle fonctionne. Revenons un petit peu en amont. Est-ce qu'il y a un problème des discriminations? Est-ce que c'est anecdotique ce que je vous ai dit? Est-ce que ces anecdotes sont anecdotiques? Ou est-ce qu'elles se répètent ici ou là? Je ne partirai pas de mes propres travaux, je partirai du rapport de l'Inspection générale de l'éducation nationale en 2000, qui a estimé entre 30 et 50% des jeunes issus d'immigration confrontés à de la discrimination en stage.
Ça me paraît suffisamment massif pour qu'on se dise qu'on a un problème institutionnel. Ceci dit, je ne sais pas comment l'inspection a calculé ça, puisque le rapport n'a jamais été diffusé. Et ça me semble très intéressant du point de vue du cadre de contrainte dans lequel on est. Nous avons une question que le ministère de l'Éducation nationale n'arrive pas à poser franchement. Au point que le seul rapport qui évalue quantitativement la situation n'est pas diffusé publiquement. Il y a actuellement, là, immédiatement maintenant, une recherche qui est en cours à base de testing, je ne sais pas comment ils se sont pris, mais qui va essayer d'apporter d'autres éléments de mesure et pour lequel on aura du coup une réflexion sur la méthode, comment on calcule, qu'est-ce qu'on prend en compte, etc. Mais bon, pour le moment, nous ne disposons pas d'éléments matériels autres que cette étude sur la mesure statistique, pour le dire comme ça, du phénomène. Alors, le ministère a des difficultés à le poser comme tel, mais néanmoins, il en a pris acte, puisque deux conséquences. Dans la circulaire numéro 2000-095 du 26 juin 2000, j'imagine que vous connaissez par cœur, puisque c'est encore aujourd'hui la circulaire qui réglemente la question des stages en entreprise pour les... Encore aujourd'hui, c'est la grande circulaire, la dernière grande circulaire, ça fait quand même 15 ans, qui règle nos questions. Donc pour moi, c'est une source tout à fait intéressante à réfléchir et à discuter. Dans cette circulaire, il est quand même mentionné, et c'est immédiatement lié à ça, qu'il s'agit pour les enseignants de, je cite, protéger les élèves d'éventuelles pratiques discriminatoires à l'entrée de période en entreprise. Je voudrais simplement souligner, à partir du troisième exemple que je donnais tout à l'heure, que la question ne c'est pas seulement l'entrée. C'est bien le type de rapport sexiste, raciste et de violence que vivent les élèves dans les stages qui se joue aussi. On ne peut pas tenir la discrimination seulement pour une question d'accès au stage. Je n'en reparlerai pas, mais j'insiste, j'en profite pour insister, ce qui veut dire qu'il y a une ambiguïté aussi dans la manière dont institutionnellement le problème est formulé. Deuxième conséquence, si vous voulez, de ce rapport, c'est qu'on introduit dans la loi du 16 novembre 2001, qui est souvent considérée comme la grande loi qui a un peu systématisé le droit antidiscriminatoire en France. Alors, le mot une ambiguïté, il existait déjà avant. Il existe un droit antidiscriminatoire pénal depuis 1972. Si ça vous intéresse, on pourra y revenir. Mais disons que la loi de 2001, c'est la traduction des deux grandes directives européennes qui imposaient aux États d'avoir une législation antidiscriminatoire. Bon, on y reviendra si vous le souhaitez. Cette loi du 16 novembre 2001 introduit au titre de l'incrimination pénale, donc dans le champ pénal, le tort fait à la collectivité, l'incrimination pénale de discrimination fait lors d'une demande de stage ou d'une période de formation en entreprise. C'est l'article 225-2 du Code pénal aujourd'hui. Donc, voilà, une situation, une évaluation qui reconnaît, même si c'est reconnaître sans vraiment nous donner les clés pour le mesurer, en ne diffusant pas le rapport, et qui pose quand même un certain nombre de choses, et qui pose un certain nombre d'éléments normatifs vis-à-vis du travail. Dans le même temps, en même temps qu'on dit c'est pénalement répréhensible, le ministre en charge de l'enseignement technique et professionnel, qui s'appelle sous-ministre, délégué, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, nous dit au même moment, puisqu'il est interpellé à l'Assemblée nationale précisément sur ce rapport-là, sur cette question des discriminations de stage, et il nous dit, je cite, la précaution moralement indispensable, il est nécessaire, dit-il, de prendre la précaution moralement indispensable de dire que le racisme n'est pas une valeur dominante parmi ceux qui proposent des stages et des périodes en entreprise. Il convient de le rappeler pour la dignité de l'ensemble des professionnels concernés. Ça me semble très intéressant de voir que c'est le ministre, non pas de l'Éducation nationale, mais tout comme, d'accord, qui prend le soin de minimiser le problème, mais il y a problème. Et surtout de faire dévier une question de droit dans une question morale, de dignité des entreprises. Ça ne vient pas de n'importe où la culpabilité qu'on ressent, d'accord? C'est que dans le discours même de l'institution, on le pose d'abord comme un problème de culpabilité et de dignité. C'est-à-dire on le pose comme un problème moral avant de le poser comme un problème de droit et un problème professionnel. Vous voyez? On est dans un environnement qui ne cesse d'activer, en fond, la culpabilité qu'il y a autour de ces questions-là. Ce qui rend très difficile de le poser, c'est tout à fait évident. Deuxième problème. La circulaire de rentrée de 2002, qui est consacrée exclusivement au lycée professionnel,
C'est la première occurrence que je trouve dans les textes ministériels qui parlent de discrimination. Avant, le ministère n'en parle pas, ou à peu de choses près. On pourra là aussi y revenir si vous voulez du détail sur ça. Cette circulaire de 2002 s'adresse au lycée professionnel, ce que je trouve tout à fait intéressant. C'est significatif dans le contexte des stages, dans le contexte de ce que l'inspection a montré, mais c'est tout à fait intéressant du point de vue de l'institution scolaire. C'est-à-dire comme si le problème n'était que le problème du lycée professionnel. Sous-entendu, du segment du système scolaire qui concentre un public particulier. Il y a un implicite que le problème, c'est le problème du public. Et de fait, que nous dit cette circulaire? Elle parle de discrimination, et en fait, l'objectif qu'elle annonce, c'est, je cite, « aider les jeunes issus de l'immigration à s'insérer plus facilement dans l'emploi et la vie sociale ». Quand on parle de discrimination, on parle des problèmes de sélection faits par les entreprises, ou, en l'occurrence, co-réalisés avec les enseignants, par exemple. Et là, il s'agirait d'aider les jeunes à s'insérer. L'objectif a totalement dévié. Vous me suivez? Surtout que on est habitué dans le langage français, quand on dit insérer ou intégrer, insertion ou intégration, on pense que le problème c'est que les jeunes ne sont pas à la hauteur des normes. Donc comment on insère? Eh bien on investit sur les jeunes pour leur donner les codes de l'entreprise. Oui, c'est le bien entendu. C'est-à-dire qu'en fait, le problème ce serait le problème du public. C'est pas le problème des normes de sélection. Vous me suivez? Et là, on a une opération de déviation politique de la question. Troisième problème. Évidemment, avec Jean-Luc Mélenchon, le MEDEF est bien d'accord pour minimiser le problème, puisqu'il dit si des abus existent, ils sont extrêmement minoritaires. Et la CGPME en règle, les situations abusives dénoncées sont principalement le fait d'une minorité de grandes entreprises. Chacun se renvoie la balle. Donc finalement, le problème, c'est toujours celui de l'autre. D'accord? C'est jamais le mien. Stratégie générale. L'école ne se prive pas de faire la même chose. Jean-Pierre Aubin nous dit, lors d'une conférence qu'il fait dans un cercle de pédagogie alternative, il nous dit, ben en fait, le problème, c'est que l'alternance aurait fait entrer dans l'école la problématique des discriminations. Oui, c'est pas le problème de l'école au départ, c'est la faute de l'entreprise, l'alternance, etc. Donc une partie de notre problème, c'est bien celle-là. C'est que personne ne constitue le problème. Tout le monde se renvoie la balle vers l'extérieur ou vers autrui. J'y reviendrai, mais les exemples qu'on a nous montrent déjà que les responsabilités s'enchaînent les unes dans les autres. Vous voyez, pour produire cette situation-là. Et qu'au fond, c'est pas la responsabilité de personne, c'est la responsabilité de tout le monde, pour aller vite. Ce qui évidemment complique aussi les choses, bien entendu. Quatrième problème, le MEDEF, encore lui, va profiter de cette situation pour essayer de promouvoir un nouveau truc qui s'appelle la diversité. D'accord ? Et il va avoir un discours qui met, avec une véritable, vous le savez bien, offensive idéologique sur la question des stages, et notamment des stages dès la troisième, les DP3, etc. Il le veut, je cite, faire plus de place aux jeunes à travers les stages, à travers aussi la formation en alternance, et il veut, je cite encore, mettre l'accent sur l'importance de la diversité à travers, pour la société française, mais aussi pour l'entreprise. Hop, un petit coup de baguette magique, et on aurait qualifié un problème légal, pénal, d'interdiction discriminée, donc d'interdiction de sélectionner d'une certaine façon, en un problème de promotion de la diversité pour le bien de l'entreprise. C'est-à-dire que là où l'entreprise pouvait avoir une responsabilité dans la production du problème, elle devient, par un coup de baguette magique, le lieu de la solution. Vous le savez bien, hein, vous y revenez longuement, c'est-à-dire combien tout le discours, effectivement, du patronat veut présenter l'entreprise comme la solution aux problèmes sociaux, etc. Si j'insiste sur ça, c'est parce que j'entends bien que quand on est professionnel dans l'institution scolaire, on est soumis, d'une certaine façon, à ce discours-là. Et je pense que ça a des effets concrets sur la manière de travailler. L'un des effets concrets, c'est que pour les établissements scolaires, il y a un enjeu très important dans leur image, bien au-delà de la question des stages. Mais la question des stages est prise, et la question du rapport à l'entreprise est prise dans ces enjeux d'image. Vous savez bien que dans un contexte de concurrence entre les établissements scolaires, la réputation des établissements est un élément clé pour son attractivité, et que l'économie des stages fait partie de ces enjeux d'attractivité.
Donc on travaille dans un contexte où il ne s'agit pas seulement de penser la formation des élèves en alternance, mais on voit que cette question des stages est chargée, surchargée de toutes sortes d'objectifs, dont celui de travailler l'image de l'établissement scolaire. Et c'est pour ça qu'il me semble que si on ouvre les pages des journaux régionaux, on trouve très souvent des articles qui montrent comment tel lycée a fait son opération porte ouverte sur l'entreprise, etc. C'est-à-dire des opérations de communication dans lesquelles on valorise, on célèbre la bonne relation avec les entreprises. Et de fait, il y a un discours omniprésent depuis au moins les années 70 qui n'arrête pas de mettre en avant des objectifs de partenariat, de rencontre entre l'école et l'entreprise, de rapprochement de l'école à l'égard de l'entreprise, etc. Donc il y a un discours normatif très important sur cette affaire-là, et qui se traduit du point de vue de l'établissement dans la nécessité d'afficher qu'on est conforme à cette bonne image. Et ça, du point de vue des chefs d'établissement, c'est un des enjeux, hein, on le comprend bien, de valoriser finalement l'entreprise de ce point de vue-là. Mais la conséquence, c'est que pour avoir une bonne image, il faut évidemment essayer de ne pas avoir de mauvaises relations. D'accord ? De ne pas avoir de conflits qui viendraient montrer que les choses ne sont pas si simples. D'accord ? Donc, collectivement, il me semble que les équipes sont engagées dans le fait de minimiser les potentialités de conflits qu'il pourrait y avoir avec les entreprises. Et pour maintenir cette bonne relation, pour gérer quelque part ce capital image de l'établissement scolaire, on fait des opérations de communication d'une part, mais aussi on va être très vigilant à ce que les problèmes de mise en stage ne dégénèrent pas. Et ça m'a amené à voir dans un certain nombre de classes des enseignants qui préparent les élèves en leur disant « si vous avez un problème, vous m'appelez, hein, je vous laisse mon numéro de portable, vous m'appelez la nuit, le week-end, quand vous voulez, si vous avez un problème, vous m'appelez. » Moi, je me dis deux choses. Un, on voit le surinvestissement au travail des enseignants pour bien faire leur travail, qui sont prêts à ce qu'on appelle le jour et la nuit pour régler les problèmes. Mais ce que je vois derrière aussi, c'est le fait qu'il n'est tout simplement pas envisageable qu'il y ait un problème. Alors que si on réfléchissait en cadre de formation, eh qu'il y ait des problèmes, c'est normal. Et c'est une source d'apprentissage. Donc ce qui se dessine derrière dans l'enjeu d'éliminer les conflits et les problèmes, c'est qu'on n'est plus fondamentalement et d'abord sur un enjeu de formation. C'est pas ça qui est premier. En tout cas, c'est présent, mais ça passe dans un certain nombre de cas après des enjeux d'image et de bonnes relations avec l'entreprise. Deuxième élément qui apparaît dans cette affaire, c'est que pour toutes sortes de raisons, on va privilégier la logique du placement en stage. Une des raisons est que, sous prétexte d'insertion, on se dit « Ah, on va encourager les jeunes à chercher eux-mêmes ». Et de fait, dans la plupart des lycées que j'ai enquêtés, voire même des collèges, c'est les jeunes qui vont se chercher un stage. Alors que si je reviens à la circulaire de 2000, elle dit quand même tout à fait explicitement que la responsabilité du placement incombe aux enseignants. Ce n'est pas la responsabilité des élèves de se trouver un stage. Pédagogique, mais pas juridique. La responsabilité pédagogique dans l'accompagnement, pas juridique. C'est quand même une circulaire, hein, d'accord. Donc, je ne vois pas où vous ne voyez pas de responsabilité juridique dans cette affaire. Il n'y a pas de responsabilité juridique si on ne trouve pas des... Mais la circulaire va être enfin revue dans les semaines à venir. On a hâte. Ce que j'entends, c'est que... On doit les accompagner, mais ça c'est dans nos statuts aussi. Je peux entendre qu'il y ait un flou ou de la discussion sur la manière d'interpréter cette circulaire, ok, mais il me semble que le problème, il est quand même que cette circulaire met les choses dans un certain ordre, qui est de dire que la responsabilité incombe aux enseignants. Et que l'on ait un souci de préparer l'insertion en disant aux élèves, vous vous entraînez à, je peux le comprendre. Le problème, c'est que c'est un certain nombre d'effets. Et en quelle mesure tient-on compte de ces effets? Les effets, c'est qu'évidemment, ça va immédiatement sélectionner, de deux manières, de double logique discriminatoire. La première, vous la connaissez bien, vous en parlez dans votre bouquin, c'est que selon le réseau personnel des gens, vous avez un effet de discrimination indirecte, qui est massif.
pas tous les jeunes ont le même potentiel. Et là, on a quand même une vraie question sur l'égalité, on assure, hein. L'égalité de traitement dans l'accès au stage. Une vraie question de discrimination indirecte, on pourrait dire comme ça. Deuxième dimension qui est derrière, c'est qu'on laisse les jeunes se confronter éventuellement à la violence discriminatoire de l'entreprise, et quelle vue en a-t-on? Quel retour en a-t-on? Moi, ce que j'ai observé, c'est plutôt des... C'est pas des enseignants qui... Je n'ai jamais rencontré d'enseignants qui me disent avoir agi sur des situations discriminatoires qu'ils avaient identifiées, pour une raison, c'est qu'ils me disent souvent que, bon, ils voient pas ça, et que par contre, ils mettent plutôt en doute le fait que les élèves cherchent bien un stage, et donc pour leur mettre la pression pour qu'ils cherchent bien un stage, on leur donne des grilles où ils doivent faire tamponner par les entreprises qu'ils ont été refusés. Mais les motifs du refus disparaissent. C'est-à-dire qu'on met les jeunes en demeure de produire une attestation qu'ils ont bien cherché, et on efface la question de la responsabilité, qui est aussi juridique, malgré tout, hein, puisque la responsabilité d'assurer un stage non discriminatoire, là, on n'aura pas à discuter que c'est une responsabilité juridique. Oui. Donc j'entends bien la logique de l'insertion, mais d'une certaine manière, elle va masquer un autre enjeu qui, initialement, aurait dû être premier par rapport à l'autre. Arrive là-dedans un troisième mécanisme, c'est que, vu la compétition entre les lieux de stage, vu la multiplication des stages, le nombre de stages à gérer, etc., évidemment, c'est très compliqué pour les enseignants de pouvoir garantir que chacun ait un lieu de stage. Ça explique un certain nombre de micro-illégalités, d'accepter, dans un certain nombre de cas, des stages bidons, d'accord, voire même qu'ils ne fassent pas stage et qu'ils en fassent une l'année prochaine, enfin, etc. Toutes sortes d'adaptations, d'aménagements. Okay. Mais ça amène aussi autre chose, cette pression sur les stages et cette logique de concurrence. Ça amène aussi le fait que si, une fois que tout le monde aura cherché, il s'avère que certains ou certaines n'ont effectivement pas trouvé, l'enseignant va prendre son bâton de pèlerin pour aller toquer à la porte des entreprises. Et pour que ce soit possible, il a bien pris soin dans le temps de se constituer ce que vous appelez peut-être aussi un réseau d'entreprises. C'est-à-dire en fait un carnet d'adresses. Un carnet d'adresses un peu rodé dans le temps, éprouvé. Et moi, ce que j'ai repéré aussi, c'est que dans la socialisation professionnelle, c'est très compliqué pour les jeunes enseignants qui arrivent et qui n'ont pas de réseau, pas de carnet d'adresses. Et que là-dedans, il peut y avoir des négociations aussi. Je te donne mon carnet, mais sous-entendu, tu en prends bien soin. Et tu prends bien soin du réseau, ça veut dire quoi? Ça veut dire, surtout, ne te fâche pas avec un chef d'entreprise. Ce serait une place de stage qu'on grille. Donc on retrouve notre souci prioritaire de maintenir la bonne relation pour une question qu'on comprend bien, c'est-à-dire la possibilité du placement. Mais l'un dans l'autre, vous me voyez venir, c'est que les objectifs pédagogiques, etc., éducatifs, ils ont tendance à réduire et au profit de la priorité au placement. À tel point que les chefs d'établissement que j'ai rencontrés, comment ils évaluent que les stages ça fonctionne bien? Ils regardent juste si tout le monde a un stage. Quel stage, quelle qualité, comment il a galéré pour y arriver, etc., ne fait absolument pas partie des critères d'évaluation. Le seul critère qui vaut, c'est une place, un élève, ou un élève, une place, pour aller vite. Ça veut dire qu'y compris dans le mode d'évaluation par les chefs d'établissement, le regard qui est porté par les chefs des travaux, les chefs d'établissement, le regard qui est porté accentue et légitime cette logique de focaliser sur le placement en dehors de la question de la qualité intrinsèque des stages. Donc, si je le dis comme ça, c'est qu'on voit bien que toutes ces responsabilités se croisent, s'entrecroisent, s'enchevêtrent dans cette affaire-là. Pour ma question, elle n'est pas d'imputer la responsabilité à l'autre, c'est de nous dire, il y a peut-être à réfléchir sur la manière dont ça se monte, hein, ces systèmes de placement, de stage. Parce qu'évidemment, l'un des effets, c'est que quand il va y avoir une discrimination, il n'est pas sûr qu'on ait des intérêts à agir sur la discrimination. J'ai rencontré des enseignants qui d'abord me témoignent dans la relation qui se construit avec les employeurs, et en tout cas avec ceux qui acceptent de trouver les jeunes qui ne peuvent pas trouver eux-mêmes un stage. Il apparaît dans le regard enseignant que les jeunes qui n'ont pas trouvé, c'est souvent ceux qu'on voit aussi comme des mauvais élèves, qu'on peut voir comme ça. Donc c'est souvent ceux dont on dit, pour trouver une place de stage, il va falloir que je mouille ma chemise. Alors que je ne sais pas s'il en vaut la peine, comme dirait l'autre enseignant, hein, ça se pose des questions morales de cet ordre-là, c'est-à-dire je prends sur moi pour un élève pour lequel je n'ai pas d'affinité particulière. Ceci dit, je peux comprendre qu'on ait des affinités différentes avec les élèves. Hein.
n'entendez pas un jugement sur ça en particulier. Hein, mais la question, c'est, ça mène dans une économie particulière de relation avec l'entreprise, que moi j'aurais tendance à qualifier d'une économie de la dette. Ça nous endette vis-à-vis des chefs d'entreprise. Je vous cite un enseignant de vente qui me dit, moi, je ne peux pas dire à un tuteur, même que je connais bien, tiens, j'en ai 3 là, tu peux me les prendre? Je ne peux pas lui imposer ça. Déjà que des tuteurs me rendent service en me prenant des élèves, puis si ça se passe mal, moi je perds mes terrains de stage après. C'est ça que j'appelle l'économie de la dette. C'est-à-dire, avec l'économie de la dette, arrive une morale de la culpabilité. C'est-à-dire le fait que dans la relation avec l'entreprise et l'employeur, au fond, on se sent presque coupable de demander à l'entreprise de faire juste son travail, quoi. D'accord? Si je le ramène, si vous voulez, à la logique du stage et de l'alternance. On en arrive à ne plus penser que l'entreprise, c'est son boulot, là, et que le problème, c'est quand elle le fait mal, pour dire, elle me sauve la mise quand elle me prend un jeune qui n'a pas trouvé de place ailleurs. C'est un renversement de la logique. Ce renversement de la logique, il a encore une conséquence. C'est que vous m'avez bien compris, on finit par charger les élèves du problème. Que ce soit par la logique d'insertion, donc il va chercher lui-même, ou quand ça se passe mal, c'est l'élève qui déconne. Ça veut dire que ça renforce la tendance à attribuer les problèmes aux élèves, à se méfier peut-être d'un certain nombre d'élèves dans ce rapport avec l'entreprise, pour le risque qu'ils pourraient représenter sur la relation avec l'entreprise. Et du coup, ça introduit effectivement avec les employeurs et les patrons un certain rapport qui est vécu souvent dans les entretiens, qui est vécu comme une dépendance unilatérale. C'est-à-dire, nous, on n'a pas le choix et on se sent impuissant face à ces situations. On se sent dépendant de l'employeur, donc on se sent impuissant à réguler les situations qui peuvent se produire. Et évidemment, quand on se sent coupable, quand on éprouve de la culpabilité, c'est tout à fait insupportable, c'est bien logique. Les psychologues connaissent bien ces mécanismes-là de défense, d'accord, face à la culpabilité. Et l'attribution aux élèves du problème, ça fait partie des défenses que l'on a. On charge autrui, on charge les élèves de la violence qu'on ressent. Hein, chez les psychologues, imputer ou projeter la violence sur quelqu'un d'autre, ça s'appelle des fantasmes, au sens littéral psychologique du terme. C'est-à-dire bien à un moment donné, cette logique fantasmatique, on investit fantasmatiquement les élèves en projetant sur eux, dans les termes de la psychologie, en projetant sur eux la violence que l'on ressent dans la situation. Et ça amène à les charger en même temps d'un travail de VRP. C'est-à-dire ça fait dépendre des élèves et de leur comportement la bonne image de l'école. Et plus que leur image, je cite, c'est l'image du lycée qu'ils vont donner. Si cette image n'est pas bonne, si on tombe sur un brigand, sur un élève qui n'a pas envie, ce sera la dernière image qui sera enregistrée par le patron. Et puis après, pour la replace d'un élève en stage, ce sera d'autant plus difficile. Donc ça peut même emmener les enseignants à sélectionner les élèves en fonction de cette gestion de la bonne image. Donc on renverse la question de la sélection, et c'est là qu'on comprend que sélectionner les élèves par les enseignants, vous voyez, y compris quand c'est des demandes discriminatoires, devient un élément qui est stratégiquement important pour garder la bonne relation. Pour renvoyer et pour gérer cette culpabilité, je rencontre également des enseignants qui me disent d'abord qu'ils vont anticiper ces mécanismes. Alors, soit il intervient après, en disant qu'est-ce qu'on fait si tout simplement on change d'élève. On met un élève qui a une consonance, dont le nom a une consonance française. Chef des travaux. Un enseignant en électricité, je crois que c'est le même que je vous citais tout à l'heure. Je demande toujours quel profil voulez-vous? Parce qu'il y a des entreprises qui ne veulent pas de filles, par exemple. Parce qu'il y a des choses à porter, c'est trop lourd. Parfois, on me dit pas de gens de tel quartier, pas de gens de telle ville. Anticipation de la demande discriminatoire. D'accord? Ce que les sociologues, je qualifierais de coproduction de la discrimination. Elle est produite entre l'école et l'entreprise, littéralement. La question, c'est quelle est notre capacité à dénoncer les faits ou à poser les problèmes dans ce contexte et dans cette relation. Comme c'est difficile de le poser parce qu'on est pris dans cette relation, un certain nombre de professionnels en arrivent à justifier la discrimination. C'est-à-dire que ça finit par prendre un sens, éventuellement, pour l'école, un sens disciplinaire. Un enseignant. Entre nous, on se dit, on le dénonce, on n'aime pas ça. J'entends la culpabilité. On se dit, on le dénonce, on n'aime pas ça. Mais je ne suis pas du tout porté sur ce genre de choses. Mais malheureusement, on ne peut rien faire. Sentiment d'impuissance. Moi, je pense qu'il faut faire avec.
Ben, réagir pourquoi? Dit l'enseignant. C'est la question qu'on peut se poser. Dans quel but? Parce que nous, notre but, c'est pas de se fâcher avec le patron, un chef de travaux. On n'est pas contre le fait que les élèves soient secoués quand ils sont en stage. Au contraire, ça peut leur faire que du bien. Et puis quelquefois, quand les enseignants font des remarques, ils ont l'impression qu'il n'est jamais content, le professeur. Mais quand ça vient d'un professionnel, là, ça marque plus. Donc pour certains, c'est bien. Par contre, quand on trouve que c'est vraiment pour des cas extrêmes, on ne le fait pas. C'est pas la peine que l'élève soit complètement démotivé et qu'il soit malade avant d'aller en stage. Donc ce que j'entends dans le propos de ce chef des travaux, c'est qu'on en arrive à gérer la discrimination comme un élément qui rentre dans un rapport disciplinaire. C'est que certains élèves, il faut les mater, donc qu'ils se fassent secouer et discriminer, hein, quelque part ça va leur apprendre la vraie vie, je caricature à peine, hein, mais c'est ce que nous dit ce chef des travaux. L'autre, on va doser quand même hein, l'effet possible de la situation pour pas qu'ils soient malades et pour pas avoir des jeunes qui se démotivent. Donc je termine sur ça en se disant, voilà, on est, il me semble, dans un problème qui nous saisit collectivement et où j'entends bien que ça nous met mal à l'aise peut-être, d'accord, hein, je dirais, mais qui me paraît inévitable de poser, c'est-à-dire, je crois qu'on va pouvoir travailler le malaise si déjà on le pose. Si on peut se retrouver autour du problème. Ce qui libère nos intelligences collectives, c'est quand on a des problèmes en commun. Un élément peut-être par rapport aux réponses, ça fait une dizaine d'années que soit l'administration intermédiaire, rectorat par exemple, soit des associations ou des communes ont initié les choses et puis finalement le ministère a repris, hein, pôle stage, etc., objectif stage, toutes sortes de dispositifs du même acabit, ils fonctionnent tous sur le même modèle. C'est-à-dire qu'on crée des sous-marchés ethniques, on crée des sous-marchés pour les populations qui ne trouveraient pas. Et donc, on ne traite absolument pas les modes de sélection. 2, on ne traite absolument pas la question de la qualité globale des stages. Et 3, on crée un sous-marché, c'est-à-dire qu'on confirme la logique de formation particulière pour un certain nombre de publics, notamment définis par des catégories de classe, de race et de sexe aussi, puisque c'est beaucoup des garçons qu'on va retrouver dans ces paniers particuliers-là. Voilà. Donc il me semble que la réponse technique, technocratique, pour le coup, pour gérer ça, passe totalement à côté du problème. Et que s'il faut se battre sur quelque chose, c'est bien effectivement sur la question centrale de la qualité des stages, qui veut dire qualité des stages égale regard et vérification des critères de sélection. Voilà. Il faut pouvoir conflictualiser ça. Il faut pouvoir développer, légitimer le fait d'être en désaccord avec les entreprises sur les conditions auxquelles les stages sont organisés. Et j'entends que c'est un renversement de cette économie, hein, de la relation avec les entreprises sur lequel il y a à travailler. Parce qu'il n'y a pas de politique publique s'il n'y a pas de problème public. Donc il y aura une politique ministérielle éventuelle si on sait constituer le problème politique. Et là, dans la stratégie syndicale, ça me semble clé. Hein, la question est de dire comment. Mais se pose un vrai problème de cadrage du problème. Et c'est pour ça que j'ai commencé par ça, en disant, si le discours c'est l'intégration, si le discours c'est la diversité, si le discours c'est l'insertion, on est foutu. Parce qu'on est dans des registres de travail qui nous emmènent à entériner ce type de rapport à l'entreprise. Qu'est-ce qui va nous permettre de ramener? Et je pense que pour moi, c'est une force politique tout à fait conséquente du droit. Pas pour agir, pour porter plainte en soi d'abord, mais d'abord pour constituer le problème. Attendez, on a juste un problème pénal, d'accord? On risque juste 5 ans de prison, quoi, d'accord? Même si le risque réel, il n'est pas celui-là, d'accord? Parce qu'il n'y a jamais de condamnation, comme vous le disiez, y compris parce qu'on se débrouille pour enterrer les choses, etc. D'accord? Mais ça me paraît être un point d'appui dans la stratégie professionnelle que de ramener le droit, y compris pour discuter avec un chef d'entreprise, pour dire, attendez, on a un petit problème, si vos critères de sélection, c'est ça, là, on va droit dans le mur. On ne va pas pouvoir travailler là, sur cette base-là, c'est juste pas possible, ni pour vous, ni pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Mais je pense que dans la stratégie argumentative, le droit est une ressource tout à fait conséquente. Après, autant j'entends du point de vue du discours syndical global l'incitation à porter plainte, de soutenir des plaintes, etc., autant si on est sur la logique du travail réel, c'est à peu près pas tenable ou rarement tenable. Ça s'est fait parfois, alors pas à ma connaissance, je n'ai pas connaissance, peut-être vous, oui, dans les établissements scolaires, c'est arrivé dans des missions locales, qui étaient confrontées exactement au même type de scénario, hein, d'accord, sur le placement d'emploi. Il est arrivé qu'une mission locale porte plainte. Ça a été quand même une épreuve sacrément difficile pour l'ensemble de l'équipe. Je ne dis pas ça pour qu'on porte pas plainte, je pense qu'il faut porter plainte. Mais je pense que du point de vue du travail réel et du fonctionnement d'équipe, on ne peut pas simplement préconiser ça sans en faire une stratégie collective, précisément. Et là où je vous rejoins absolument sur la question et du lien syndical et la question de la collectivisation, hein, au fond, je renverrai les premières recherches que j'ai faites, je les ai faites en Lorraine, avec l'Académie de Nancy-Metz. Ça a débouché sur la formation d'un réseau d'une trentaine de personnes dans l'Académie qui continue à alimenter cette problématique-là. Qui en même temps, évidemment, a une assise faible du point de vue de l'institution, donc bon, elle a des limites, hein, tout à fait manifestes dans son action. Mais ça a autorisé un certain nombre de chefs de travaux, de chefs d'établissement, d'enseignants, à résister, à négocier, à discuter avec les entreprises. Et ils se sont rendus compte de la chose suivante. C'est que quand ils vont contester avec les entreprises les critères de sélection, en leur disant combien les critères de sélection sont un problème pour le travail là, non seulement ils perdent quasiment jamais d'entreprises de leur réseau, mais ils renforcent des liens de confiance. Parce qu'ils se mettent à parler du travail réel avec les entreprises, plutôt que d'être dans une distance réelle des vrais critères de sélection et des vrais contenus de stage. Donc ils ont investi stratégiquement sur la négociation de la qualité. Et ça fait tenir les réseaux, et en même temps, eux, moralement, ils ont une toute autre image de leur travail. Parce qu'ils ont le sentiment de ne plus accepter la discrimination. Ça ne marche pas toujours, etc. Mais ça représente voilà, des vrais points d'appui possibles. Il me semble qu'il y a des choses à faire et qui peuvent nous faire avancer, nous faire sortir au moins partiellement de cette ornière-là. Je crois qu'il est tout à fait nécessaire, en parallèle et en lien avec le travail, l'analyse du travail, de prendre effectivement le point de vue des élèves. Vous ne savez, excusez-moi de vous le dire comme ça, vous ne savez quasiment rien de ce qu'ils vivent. Et vous ne savez quasiment rien des discriminations qu'ils vivent. Parce que vous en voyez une part, mais il y a une part immense qui vous est cachée, parce qu'ils ne disent rien et parce qu'ils n'ont pas assez confiance dans l'école, en général, pour en parler. Dans les adultes qu'ils ont en face d'eux, etc. Alors, ils vont voir certains adultes, ils en parlent parfois, mais ce que moi j'ai pu observer aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont fait l'expérience d'essayer d'en parler avec les adultes, d'essayer de faire reconnaître leurs problèmes, et on leur envoie qu'ils se victimisent. On leur renvoie qu'il ferait mieux de se remobiliser et de chercher un stage, parce qu'il ne viendra pas tout seul, etc. C'est-à-dire on les renvoie à la négation de ce qu'ils ont vécu. Je veux dire, ni une ni deux, hein, la troisième fois on n'en parle pas. Donc la plupart de la situation échappe au regard des adultes. Mais elle a des effets considérables. Je veux bien entendre, et évidemment qu'il y a des problèmes comportementaux, c'est facile pour moi. Je ne suis pas dans votre travail, je ne suis pas dans votre position, hein, d'avoir affaire avec ces difficultés de comportement des élèves. Mais en fait, ils viennent d'où, ces problèmes de comportement, vous pensez? Les problèmes de comportement, ils ne sont pas au point de départ de la relation avec les entreprises. Hein. Si les entreprises refusent, ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes de comportement. Je pense que c'est l'inverse. Et je pense qu'il faudrait prendre effectivement la mesure des effets de la discrimination, qui sont de toutes sortes d'effets différents. D'accord ? Enfin, ça s'exprime plutôt sur des plans extrêmement différents. C'est ce qui rend difficile la saisie de ces choses. Chez certains élèves, ça va se traduire en démobilisation. Une partie du décrochage est liée à des expériences de ce type-là. Je ne dis pas que tout le décrochage se dissout là-dedans. Hein. C'est un des éléments qui rentre dans le tableau. Une partie de la surmobilisation scolaire à ce ressort-là. C'est-à-dire des élèves qui vont se battre particulièrement pour faire leurs preuves contre les adultes.
et après le lycée professionnel, faire la preuve que je valais bien mieux que ça. Donc ça aussi, c'est un des effets. Il y a énormément d'effets sur le plan extrascolaire ou qui ne se voient pas directement, en particulier la thèse de Séverine, de Nathalie Kapko, la sœur de Séverine, sur l'identification à l'islam chez les jeunes. Un des ressorts très importants de l'identification à l'islam, c'est l'expérience scolaire de l'humiliation et de la discrimination, soyons clairs. Ce qui fait qu'on a besoin d'aller chercher des identifications ailleurs, qu'on a besoin de s'affirmer comme arabe, maghrébin, etc., plutôt que d'endosser l'habit qu'on nous proposerait, enfin qu'on ne propose pas, puisqu'on nous conteste d'être vraiment français. C'est ça la question. Vous voyez ? Les effets sociaux, ben, c'est la montée, le développement, effectivement, d'identification ethnique, d'identification de genre dont on parlait. Donc tout ça, c'est les symptômes. Mais c'est des symptômes secondaires. Alors évidemment, comme ils endossent leur identité ethnique, on leur dit « Ah, c'est leur ethnie ». Je vais vous apprendre un truc, les ethnies n'existent pas. Elles n'existent pas. Ça n'existe pas, les ethnies. Ça n'existe pas des choses qui préexistent. Comme le genre masculin ou féminin ne préexiste pas, rien de naturel. Ce que disait Séverine de Poilly tout à l'heure. C'est des constructions, et qui sont en très grande partie des constructions réactives. Quand vous passez votre vie de jeune, d'enfant et de jeune dans un pays qui ne veut pas vous reconnaître comme étant normalement, légitimement de ce pays-là, eh ben, c'est logique, vous cherchez une identité alternative. Et c'est parfaitement légitime dans cette situation de violence-là. Donc tout ce que vous voyez de manifestation ethnique à l'école, dite d'identification ethnique, ça vous parle de manière dérivée de la violence qui a été vécue par ces élèves. Et il me semble, et toutes les analyses de la violence, hein, des dynamiques de violence, nous parlent à peu près de la même chose. Hein, c'est-à-dire, on ne n'est pas violent, hein, mais qu'est-ce qui fait qu'on le devient? Ça peut être intéressant. Alors j'entends bien que dans l'économie globale du fonctionnement de l'institution scolaire, vous arrivez dans le segment disqualifié où la plupart des jeunes sont arrivés sans le vouloir, etc. Donc, quelque part, j'entends bien que vous n'avez pas connaissance de ce qu'ils sont avant, même si vous le devinez souvent. Et donc, effectivement, dans le segment du lycée professionnel, par exemple, se concentre énormément de problèmes de comportement, ce qui est vu comme ça. Sauf que si on le lie à la trajectoire de ces jeunes, eh ben, je veux dire, on a une autre image du système si on prend le point de vue de l'expérience scolaire qu'ont eu ces jeunes. Pas que scolaire, hein, entendez-moi bien. Vous le savez, je le sais bien que vous le savez, d'accord? Mais prendre le point de vue des jeunes, prendre le point de vue des publics et de ce qu'ils vivent, de cette violence qu'ils vivent, ça permet de penser autrement ces dynamiques et de violence et de rapports ethniques, etc. Voilà. Syndicalement, il me semblerait intéressant de jouer sur ces deux tableaux, c'est-à-dire on a besoin de grands horizons et de grandes lectures macro qui nous permettent de mettre en exergue des rapports de domination, d'exploitation d'un côté, mais on a besoin aussi de rentrer dans la matérialité du travail, parce que sinon on ne peut pas aider les gens là où ils en sont. Ça c'est le premier point, d'articuler finalement ces deux niveaux de lecture. La deuxième chose, c'est, je reviens à la question des élèves et de leur expérience. Ça va peut-être vous faire sauter au plafond, mais je pense que c'est un principe éthique duquel vous pouvez partir et qui marche à chaque fois. Il n'y a pas de victimisation. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas la victimisation. Ça n'existe pas. Au sens où ils se présenteraient comme des victimes indues pour ne pas avoir à faire leur travail. D'accord ? Alors, deux précisions. Moi, quand je fais des entretiens en tant que sociologue, évidemment, je ne suis pas dans le même rapport que vous. Il n'y a pas le même enjeu. Moi, quand je fais des entretiens en tant que sociologue, et que quand les gens me parlent de discrimination, d'abord, ils m'en parlent quasiment jamais. C'est-à-dire, et quand ils parlent, ils utilisent quasiment jamais le mot discrimination. Et ils disent toujours, ouais, bon, il m'est arrivé un truc là, mais je sais pas bien, en fait, je sais pas si c'en est, etc. Donc en fait, ils n'utilisent pas la catégorie qui permettrait de se dire victime au sens juridique du terme. Et pour une raison aussi, c'est qu'ils ne se présentent jamais comme victimes psychologiquement. Ils ne s'identifient pas, ils ne veulent pas, et il a bien raison, s'identifier à une victime de discrimination. D'accord ? Ils n'ont aucun intérêt à ça. Que par contre, dans la relation avec vous, c'est quand même un rapport de subordination, hein, d'accord, le rapport enseignant-élève.
que dans le rapport de subordination, pour contester l'autorité de l'adulte, il lui dit « t'es raciste », bien sûr que ça arrive. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut le lire dans les rapports de pouvoir entre enseignants et enseignants. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et d'ailleurs, je suis sûr que vous en avez fait l'expérience. Si vous leur demandez « alors, vas-y, dis-moi, quel est le problème ?» ça se dégonfle tout seul. Ça se dégonfle parce que ce qu'ils viennent chercher, c'est la présence de l'adulte et c'est la capacité à entendre. Et que si vous manifestez de l'empathie, de la capacité à entendre, c'est la confiance qui se renoue. Donc en fait, quand on vous accuse d'être raciste, c'est qu'on teste votre confiance et la confiance qu'on peut avoir en vous, c'est tout. Il y a un autre cas où vous pouvez être accusé de racisme, c'est un autre cas que j'ai rencontré dans d'autres travaux sur la question du racisme à l'école. Et ça se passe parfois avec des élèves, ça se passe parfois avec des parents, ça se passe parfois avec des collègues. C'est qu'à un moment donné, vous savez, quand on est dans un conflit avec quelqu'un, pour avoir la victoire, on est prêt à tous les coups, et y compris au coup bas. Et accuser quelqu'un de racisme, c'est le renvoyer à un plan, vous voyez, extrêmement loin, comme si moralement, je n'avais plus aucune commune mesure avec lui. Donc c'est le disqualifier très, très brutalement. Il faut le comprendre là, dans le conflit, dans le rapport de pouvoir, encore une fois. C'est-à-dire, ça marche parce qu'on est en conflit et qu'il faut réduire l'autre. Et pour le réduire, je vais lui balancer un truc dans la tronche, pof, là il va la boucler. Bon, là où ça marche pas bien, c'est que l'institution scolaire, bien sûr, a un rapport de subordination et que le retour de bâton, il est plus violent qu'encore. Dans l'exclusion des jeunes, dans la guerre aux parents et dans ceci, dans cela. C'est-à-dire que les jeunes ou les parents qui utilisent cet argument vis-à-vis des enseignants et quand les enseignants se sentent blessés par ça, le retour est encore plus violent. Mais tout ça, c'est tous ces cas-là, vous voyez, je les rapporte à des rapports de pouvoir qu'il y a entre l'école et ses publics, entre un enseignant et ses élèves. On ne sortira pas de ces rapports de pouvoir, ils sont constitutifs du métier. Il me semble très nécessaire, de les avoir comme grille de lecture pour penser les situations, y compris pour penser ce que nous disent les élèves quand ils se présentent d'une certaine manière. Et la deuxième chose, c'est quand je dis la victimisation n'existe pas, c'est que quand un élève me dit qu'il a été discriminé, je dois le croire. Ça ne veut pas dire que sa parole vaut de l'or. Et ça ne veut pas dire qu'il a été discriminé là, tout de suite, au moment où il le dit. Mais c'est sûr qu'il a fait l'expérience de la discrimination dans sa vie. Et qu'il me le sort là, alors que c'était peut-être il y a 3 ans, ou que c'était peut-être avec l'autre prof. Vous voyez que c'est peut-être sur une autre scène que ça s'est joué. Vous me suivez? Hein? Il rejoue là, il vient tester dans la confiance là des choses qu'il a vécues ailleurs. Il les rejoue parce qu'il vient tester de la confiance. Je pense que vous pouvez partir du principe éthique que la victimisation n'existe pas. Et que ça sera une base plus saine pour aborder, à mon avis, l'entente, la possibilité d'entendre ce que les élèves nous disent, parce que ça prend souvent pour détourner, et qu'effectivement, quand on leur demande s'ils ont vécu de la discrimination, ou non, jamais. Je termine sur ça. Dernière chose. Moi, en tant que chercheur, j'ai rencontré systématiquement, dans mes travaux, des élèves, quand on leur demande est-ce que tu as été discriminé, ils disent ah ouais, oui. Est-ce qu'il y a de la discrimination là dans ton établissement? Ah non. Puis bon, au bout d'1 heure d'entretien, vous savez, les sociologues ils savent bien épuiser les gens, c'est-à-dire au bout d'1 heure et demie d'entretien, les défenses tombent, hein, voilà, d'accord, oui, et puis au bout d'1 heure, il se met à raconter ce qu'il vit, d'accord. Et alors, c'est juste hallucinant. Il est en train de nous parler de choses qu'il vit là. Mais c'est pas possible de dire que là, ici, dans l'établissement, je suis discriminé. Et ça m'a beaucoup questionné. C'est-à-dire, chaque fois qu'on parle de l'expérience de la discrimination, c'est toujours avant, ailleurs, ou un camarade. C'est jamais moi, ici et maintenant. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas là, moi, ici et maintenant. Ça veut dire qu'on ne peut pas le reconnaître. Et je pense qu'on ne peut pas le reconnaître parce que malgré tout, quand bien même ils sont en guerre avec l'école, les enfants continuent à croire à l'école. Ou ils n'y croient plus, mais ils sont désespérés de ne plus pouvoir y croire. Ce qui manifeste quand même, à un moment donné, c'est pour la guerre, hein. À l'école, c'est parce que malgré tout, ils aimeraient bien même avoir les raisons d'y croire. Et cette croyance, elle est très forte, et à mon avis, c'est ça qui explique que dans beaucoup de cas, c'est pas possible de le dire pour les élèves. Vous voyez, de le dire ici, maintenant, ça s'est produit, c'est juste pas possible de le dire. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. On va remercier.